Bonjour, bienvenue dans ce 45e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Bon, c'est la rentrée, on n'a pas beaucoup de temps, alors on va faire ça vite, mais on va faire ça bien. Alors pendant les vacances, j'ai eu la chance de lire un bouquin de Michael A. Stackpole. Le livre s'appelle Fortress Draconis, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'intitule La guerre de la couronne. La suite devrait sortir à mon avis très prochainement. C'était sorti au début de l'été et publié aux éditions Milady. Bonne surprise, et oui, parce que vous allez le voir, malgré un canevas plutôt classique, ce livre réserve son lot de divertissement. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une histoire, ma foi, comme je l'ai dit, fort classique, dans un univers fort classique. On est dans l'heroic fantasy de base, et dans cet univers que vous voyez avec cette carte magnifique, il y a un grand méchant, ou plutôt une grande méchante, qui s'appelle Créatine, et qui vit dans le royaume que nous avons ici, qui s'appelle Auréan, et qui est une menace permanente contre les terres libres du sud, qui mène raid sur raid, invasion sur invasion, et qui est en train de mener une véritable guerre froide contre les humains et les races alliées. Dans cet univers, on va croiser un personnage qui s'appelle Will. Will, comme toujours dans ces histoires-là, il est orphelin, il connaît pas ses parents, et c'est un gamin des rues, c'est le petit Oliver Twist du coin. Il rôde dans les caniveaux. Et un jour, il va commettre un cambriolage chez un Vorkelf. Alors les Vorkelf, petite digression, en fait, c'est les elfes du coin. Et ces Vorkelf, en fait, pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils viennent de l'île de Vorkelin, qui est ici. Hop là. Et cette île, en fait, elle a été, il y a bien longtemps, envahie par les forces de Créting, et donc c'est un peuple en exil depuis. Ils vivent plus ou moins dans les taudis de la ville, ils ont beaucoup de mal à s'intégrer, et c'est un peu vraiment les moins que rien de la population, ce qui change par rapport aux univers habituels de fantasy. Et c'est ce Vorkelf, qui s'appelle Predator, possède sans doute un trésor, du moins une certaine richesse, que notre héros va essayer de cambrioler. Il va se rendre compte que ce trésor, en fait, c'est une feuille d'argent, une sorte de feuille de chêne argentée, et qui, à partir du moment où il va mettre la main dessus, va émettre une lumière chamoyante, envoûtante. Poursuivi par le propriétaire de ce trésor, par Predator, il va être sauvé in extremis, notre jeune Will, dans les rues, par deux individus étranges, un homme qui est tout vêtu de noir, une sorte de chasseur ranger, qui s'appelle Corbeau, et de l'autre, un autre Vorkelf qui s'appelle Résolu, qui est une sorte de grosse masse bien baraquée, avec plein de tatouages sur les bras, etc. Et ces deux individus, en fait, c'est des légendes locales, c'est vraiment les défenseurs du bien. On sait qu'ils mènent une guerre larvée contre les forces de Christine, qui font des raids en territoire ennemi, etc., et qui tentent de défendre contre vents et marées les terres du Sud. Bref, ces deux héros, contre toute attente, vont sauver notre gamin. Parce qu'en fait, en touchant et en récupérant cette feuille, notre jeune Will a, sans le vouloir, déclenché la prophétie qui a été annoncée il y a bien longtemps et qui annonce que celui qui mettra la main sur une feuille argentée, l'humain qui mettra la main sur une feuille argentée, sera l'élu, celui qui mettra un terme au joug de Créatine et qui, sans doute, probablement, verra la libération de l'île de Vorkelin. Donc c'est un présage très important, notamment pour les Vorkelf, et tout porte à croire que notre Will est peut-être cet élu. Et pour cela, notre gamin, qui évidemment ne connaît pas le monde extérieur, il a toujours vécu dans la rue, donc il ne sait rien, va être plus ou moins contraint, malgré lui, de suivre ces deux personnages légendaires dans une quête qui va l'emmener à l'autre bout du monde, puisque il va être confronté directement aux forces de la reine sorcière, et notamment à ces sous-lieutenants particulièrement impressionnants qu'on appelle les Sulansiri, puisque en fait, notre sorcière a 10 lieutenants. Et ces 10 lieutenants, en fait, c'est d'anciens héros déchus, des héros elfes, humains et autres assimilés, qui ont tenté, qui sont prêtés serment de mettre un terme au joug de la reine sorcière et qui ont en fait ont été vaincus, puis corrompus et retournés pour devenir comme un peu les Nazgûl, des sortes de super lieutenants, de super méchants. Ils sont tous très différents, il y en a qui maîtrisent la magie de façon terrible, il y en a qui arrivent à se métamorphoser, il y a des guerriers avec des armes terribles, et il y a même une sorte de mort-vivant sur pattes, etc. Bref, des ennemis particulièrement redoutables auxquels on va être confronté notre héros et sa tripotée d'acolytes, parce qu'évidemment autour de lui vont se rassembler un magicien, un elfe, une reine, plus ou moins une princesse guerrière, etc. Bref, des archétypes habituels du genre, mais qui fonctionnent. Et tout ça va nous emmener de bataille en bataille, d'escarmouche en escarmouche, de siège en siège, de raid en raid, dans une sorte d'énorme odyssée guerrière qui ne va pas arrêter durant les nombreuses pages de ce roman, qui réserve son lot d'action, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, voilà pour l'histoire, j'en dis pas beaucoup, je m'arrête à peu près une centaine de pages, je vous laisse découvrir le reste. Ce que j'ai bien aimé dans Fortress Draconis,
malgré, il faut quand même le noter, un canevas un peu classique, hein, vraiment c'est, pour ceux qui ont lu du Fest, du Tolkien, c'est du déjà vu, le jeune premier qui découvre qu'il a un passé trouble, qui découvre, qui ne connaît pas sa parenté mais qui va le découvrir au fur et à mesure, qui est l'élu finalement, le sauveur, alors que malgré lui, qui va rassembler autour de lui un groupe hétéroclite de héros, qui va être le seul espoir du monde, ça c'est connu, c'est archi connu, on connaît tous l'histoire, on l'a déjà tous lu et entendu. Et puis peut-être un début un petit peu laborieux, c'est vrai que les 100 premières pages sont un petit peu, non pas confuses, mais un peu laborieuses, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, et on découvre en fait l'univers, et on découvre les tenants et aboutissements de la prophétie, en même temps que notre jeune héros. C'est très bien fait, hein, rassurez-vous, à l'avantage de beaucoup d'auteurs qui ont tendance à tout balancer en 50 pages de façon extrêmement assommante, là, Stackpole, étant l'ancien auteur de bouquins de Star Wars, il sait comment on raconte une histoire. Et donc il nous amène ça de façon très didactique, très bien pensée, parce que tout se fait par les yeux de notre héros. Donc c'est avec lui et en même temps que lui qu'on découvre cette prophétie, qu'on découvre les enjeux de cette quête qui va l'emmener à l'autre bout du monde. Et même si c'est pas forcément parfois un peu, c'est forcément un peu parfois, excusez-moi, fastidieux, ça reste néanmoins extrêmement intéressant. Mais après qu'on se rassure, c'est du bonheur 100%. J'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'est du divertissement en barre. C'est classique, c'est déjà vu, mais c'est très 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 efficace. Il y a de l'action non-stop, comme je dis, à partir du moment où notre héros part en quête, ça ne va pas arrêter un seul instant. Ils vont aller de contrée en contrée, ils vont se confronter aux armées du mal, ils vont se confronter aux différents lieutenants, ils vont aller dans des sièges, ils vont attaquer des forteresses, ils vont faire des raids, ils vont subir des raids, il va même avoir une sorte d'attaque sournoise dans les bas-fonds de la ville qui va les emmener une sorte d'escarmouche dans les égouts. Enfin bref, c'est son lot d'action. Une action en plus qui a la grande avantage d'arriver à se renouveler, ça c'est super fort. C'est-à-dire que pourtant ça n'arrête jamais et on n'a jamais l'impression de retrouver la même situation. C'est tout le temps une situation originale, c'est tout le temps un nouveau danger, c'est tout le temps de nouveaux défis. Et c'est vraiment la maîtrise, l'expérience de l'auteur qui la prime parce qu'il arrive, comme tout bon scénariste de télé, à rendre l'ensemble extrêmement vivant, extrêmement puissant et on s'ennuie à aucun instant. Parce que finalement, comme vous le savez, votre lecteur, au fond de ce fameux chroniqueur de Fantaisie au petit déjeuner, sommeille un enfant nostalgique de l'époque où son papa et sa maman lui racontaient des histoires au lit. Et c'est ce que me propose Stackpole en fait dans ce bouquin. C'est pour ça que j'ai autant aimé, c'est que j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire et qu'on me la raconte bien, efficacement. Ce qui fait que quand je me couche le soir, et ben j'ai envie le lendemain qu'on me raconte encore l'histoire et qu'on continue parce qu'il y a toujours du suspense, il y a toujours des cliffhangers, il y a toujours de l'action. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas lu de la fantaisie basique mais diablement efficace. Il n'y a pas de prétention intellectuelle, il n'y a pas de prétention stylistique particulière, il y a juste un univers bien pensé, construit, dense, réfléchi, et en même temps avec un bon background, une bonne mythologie. On sent qu'il y a tout un passé parce qu'il y a eu des guerres par le passé qui sont évoquées. Et d'ailleurs, Stackpole a écrit un préquel que je pense les éditions Milady publieront par la suite, qui revient sur ces guerres précédentes. Il y a un univers vraiment bien construit et le tout additionné par des personnages de qualité où il est. Et forcément, le héros est un petit peu standard, mais il est très attachant aussi. Mais il y a vraiment une galerie de personnages secondaires de toute qualité. Je veux dire, Résolu et Corbeau sont vraiment géniaux dans leur genre. Il y a aussi la princesse guerrière, il y a le magicien un peu extrêmement doué, mais aussi très dangereux pour les siens. Il y a toute une ribambelle comme ça de personnages qui, même s'ils sont dans des archétypes fort connus, sont tous suffisamment intéressants et bien mis en avant pour être attachants. En plus, il y a, comme je l'ai dit, des scènes extrêmement impressionnantes. C'est très visuel. On sent, encore une fois, le background de l'auteur avec son expérience avec Star Wars. Ça en jette vraiment les scènes de bataille. Vous êtes sur les murailles. Il y a les dragons qui passent au-dessus de votre tête, les flèches, les balles qui sifflent à vos oreilles, les coups de canon qui tambourinent à la porte. Bref, ça en a plein la gueule. En plus, comme c'est très visuel, vous entendez quasiment la bande-son du film dans vos oreilles. C'est très impressionnant. Il y a des méchants de haute volée. Les Stolen Series sont super bien pensés, sont tous originaux. Et c'est comme les super vilains dans les comics américains. Ils sont tous plus charismatiques les uns que les autres et on attend quasiment leur venue pour donner du piment à l'action. Et puis enfin, il y a un ton aussi assez sombre qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'on sent qu'à chaque instant, chaque bataille, chaque victoire se fait au prix de litres de sang. Il y a nombreuses victimes, chaque victoire se paye par 2 défaites à la suite. Enfin, il y a toujours une ambiance désespérée qui plane sur ce livre et qui donne une atmosphère assez adulte finalement, malgré ce canevas, on peut dire un peu naïf, classique, enfantin. Le livre est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature qu'on ne le peut espérer et ça donne comme ça une ambiance à nul autre pareil et qui m'a rondement plu. Voilà, très bonne surprise, très bon bouquin, je vous le recommande si vous aimez ce genre et si vous aimez Feist. Je n'en dis pas plus, je vous souhaite bourrin du courage pour la rentrée comme pour moi et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci.
merci et au revoir.